suis doux et ferme à la fois. Je pense que je connais beaucoup de monde qui, les premières années, ont été très dures. Et justement, et plus la prépa, si t'es pas préparé psychologiquement, t'es pas assez mature dans ta vision, tu te fais avoir. Ouais. Je fais souvent mes cours avec un fruit à la main. Salut Madagascar. Bonjour Claudio, Salut Asne, ça va? ça va et toi? Tranquille. Bienvenue dans ce podcast. J'allais dire c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, mais non, on a déjà fait une vidéo ensemble. Exactement. Extrait. Intervenants très, très spéciaux pour l'occasion. Donc un peu le but c'est de former un peu les compétiteurs français pour le championnat français et les championnats mondiaux également qu'on prépare pour le mois de décembre à l'Eurozone Latino au Mexique. Et juste une petite question comme ça, t'en as pensé quoi de cette petite interview? C'était une des premières expériences pour toi? Ouais, c'était la première fois que je fais cet exercice-là, de l'interview et tout ça, donc c'était un peu stressant. Enfin, c'était une petite ambiance. En plus, j'avais des collègues qui étaient juste à côté, Ah ouais. qui me voyaient en mode ça fait quelque chose. Ouais. Ouais. Ah, j'imagine. Mais c'est cool, ça fait plaisir. T'en as pensé quoi de mon niveau de danse? Ok. Ça va. En vrai, ça va. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aligner deux pieds, donc j'ai envie de te dire. Du coup, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Claudio Ranevson. Donc voilà, j'ai vécu à Madagascar jusqu'à mes 18 ans et je suis venu en France. Je suis actuellement basé sur Lyon. Et du coup, je suis prof de danse, danseur aussi, donc de show, compétiteur. Et à côté, j'ai aussi un autre job où je suis manager dans un resto. Toi, quel adjectif te définit le mieux? Je peux en prendre plusieurs quand même. Bien sûr. Quels adjectifs? Quels adjectifs? Alors, je suis quelqu'un de posé. Quand j'ai un travail à faire, je suis travailleur. Je suis exactement, on me l'a déjà dit, je suis doux et ferme à la fois. Je suis quelqu'un qui je te mène en douceur, mais avec fermeté. C'est clair, mais c'est pas... Ok. Voilà. Ouais, c'est des qualités, c'est des vraies qualités quand t'es prof ou quand t'es Quand tu es tu mets manager, des cours. quand tu manages quand tu manages une équipe ou quand tu donnes des cours, c'est en tant que pédagogue aussi, surtout. C'est pouvoir mener les gens, élever les gens de manière souple, mais en tout cas efficace. Reviens un peu en arrière, je dirais même on retourne à Madagascar. Toi, t'as grandi dans quel contexte à Madagascar? Dans quel contexte de vie, plus généralement? Alors, j'ai vécu du coup j'ai grandi à Fianarantsoa, précisément pour ceux qui connaissent à Tarandoul. C'était, on va dire, un milieu ou en tout cas un cadre de vie qui était assez populaire. On vivait pas sur l'or, on roulait pas sur l'or. Il faut savoir que j'ai la double nationalité. Mon père qui est franco-malgache. Donc j'ai eu en fait une facette très bizarre dans mon enfance où quand je rentrais à la maison, c'était entre guillemets modeste, assez modeste. Le quartier assez modeste aussi. Mais j'avais la chance, entre guillemets, d'aller en école française et avoir une éducation qui, selon les dires, du coup, est plus efficace. Et du coup, c'est ce contexte-là, très populaire, où je suis mélangé avec un peu une population qui est, on peut dire, pauvre. Et en même temps, à l'école, je vois des vasas. Pas dans le côté péjoratif du terme, des gens qui ont des moyens. Donc c'est un peu cette dichotomie un peu de vision, de réalité dans laquelle j'ai grandi. Ok, et ça, toi, quel regard tu portes sur ce que ça t'a apporté personnellement, justement ce mélange d'environnement un petit peu où tu dois à chaque fois t'adapter? Justement, c'est dans l'adaptabilité que ça m'a beaucoup apporté personnellement, et aussi le fait de relativiser les choses sur des décisions, on va dire, qui paraissent très
très compliqué parfois pour certaines personnes, en tout cas le spectre des Européens par exemple. Moi j'arriverais du coup à mettre un truc, c'est rien en fait, tu vois, c'est pas grave au pire. Et je repense à souvent, c'est des choses que je mets en place quand je suis vraiment au bout d'un truc et je me dis mais j'ai vécu sans eau des fois, délestage des fois, merci la Dirama, mais voilà quoi. Donc je passe à autre chose et puis je continue. Ouais. Et c'est ce truc là de ok, c'est pas grave, mais vas-y, on continue quand même quoi. Ouais, de se dire qu'il y a toujours pire. Ouais, toujours pire. Donc, des gens qui vivent des choses bien pires que ça quoi. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, tu as grandi à Fianarantsoa. Ouais. Quel souvenir, toi, tu en gardes? C'est ce côté où j'étais souvent au marché. Je sais, ça me marque. Ouais. Les marchés où, du coup, il y a avec la gare, il y avait le train, la FCE. Je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs. Qui en fait fait la seule ligne ferroviaire malgache qui fonctionne, il me semble. Mais du coup, ça ramène en fait tous les agriculteurs du côté en fait Manakar et tout ça. Ça fait le lien entre en fait Fianarantsoa et Manakar. Donc t'as en gros tous les agriculteurs, qui viennent à Fianarantsoa qui vendent leurs produits. D'accord. Donc par exemple, je me rappelle juste au niveau de la gare, t'as un marché et en gros en mois de décembre c'était vraiment la forêt de litchi par exemple. Ok. Ouais. Wow. Et moi par exemple quand j'allais à l'école, je passais par là pour acheter mon petit kilo de litchi jusqu'à la maison. Enfin ce genre de choses. Après il y a aussi le côté culturel des Betsileo. Donc là, c'est l'ethnie en fait qui est majoritaire entre guillemets dans la région. Les Betsileo qui ont des traditions, par exemple quand tu montes sur les ébus là, j'ai oublié le mot. Comme du rodéo? Non. Ouais, c'est ça, c'est comme du rodéo. Deux ébus, mais traditionnellement, il me semble c'est pour prouver que t'es un homme, un truc comme ça, tu dois monter les ébus et voilà quoi. C'est comme un jeu. Le dompter et tout un ça. peu. Oui, dompter, ouais. Et après les habits des personnes qui sont pas de la ville, un peu avec leur grosse limbe, ouais. C'est toujours en limbe et tout ça, petit chapeau et tout ça. Est-ce que c'est des tenues qui sont encore mis aujourd'hui je pense pas. Ou à des événements? Oui, je pense ça va des événements un peu traditionnels où t'as les gens qui font le kabar, tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, t'es arrivé à quel moment à Tana? C'était uniquement pour le lycée ou... C'est ça. Ouais. Donc en gros, j'étais à Fenar jusqu'à la classe de 3e. C'est à ce moment-là en fait que la UFE a coupé tous les lycées des petites villes, on va dire, et qui a concentré seulement sur Tana. D'accord. Donc c'était au LFT. Et c'est là-bas où j'ai fait mes années de seconde, première terminale. J'étais en internat là-bas. Donc, les vacances, je rentrais à la maison. Et c'était là, du coup, c'est à ce moment-là où je suis passé à la capitale. Et là encore, un gros changement parce que là, on était vraiment dans le côté un peu hétéroclite. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'étrangers. Et du coup, là, c'était un changement. Moi, j'étais dans ma petite ville. Au final, là, du coup, on peut dire petite ville par rapport à Tana. Et tu vois des nationalités, et du coup ça parlait majoritairement français. Et même à l'internat, on parlait de moins en moins malgache, par exemple. Mais quand tu étais à Fenar, tu parlais malgache Ouais, en fait, c'était à l'école, c'était français, et dès que je sortais, c'était fini, tu vois. C'est fini, ouais. Comment c'était l'internat? Ça change beaucoup parce que t'as plus ce côté où t'as tes parents à côté. Donc ça change un peu le fait... Voilà, tu te débrouilles entre guillemets seul. T'as pas un peu cette. Même s'il y a bien sûr les surveillants et tout ça, mais ta ligne de conduite et tout ça, c'est toi et tes choix entre guillemets. Et peut-être que c'est la première fois que je suis allé en boîte par exemple à ce moment-là. C'est pile quand t'es en seconde première terminale, donc voilà quoi. Donc ce truc de pas avoir ses parents, c'était la première fois où j'étais voilà quoi, livré entre guillemets avec. À moi-même, mais du coup dans le groupe, on était tous dans le même
la même situation. Mhm. Et il y en avait beaucoup du coup du même lycée. En fait, on n'était pas vraiment perdu quoi. Mhm. Les premières bêtises aussi, j'imagine. Ouais, voilà quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Bah oui, de toute façon, à un moment donné, il faut essayer dans la vie pour savoir. Ok, là je comprends. T'arrives en France juste après le lycée. Ouais, c'est ça. J'ai mon bac et je passe. Du coup, je vais en France. J'arrive sur Lyon. Je viens rejoindre mon frère qui a aussi subi un peu enfin, qui a eu la transition. Lui, il a eu une transition assez dure. C'est Fenerbahçe, la France. Oh. Donc Ok. là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. On l'invitera dans ce podcast. Ouais. Je pense qu'il a Ok. des choses à dire par rapport à ça parce que Ouais. c'est, je pense, les dernières générations en tout cas qui ont subi une forte changement. Lui, il a mal vécu son arrivée en France. Mhm. Que moi, bah du coup, il était là et il a mâché il a mâché le job. Il m'a dit, ah bah, c'est bon, tranquille. Et bah du coup, en fait, la transition en France, c'est que déjà, j'étais en prépa pour préparer une école de commerce. Mais le truc, avec le changement, laisse tomber, c'est mort. Je pense que je connais beaucoup de monde qui, les premières années, ont été très dures. Et justement, et plus la prépa, en fait, si t'es pas préparé psychologiquement, t'es pas assez mature dans ta vision, Mhm. tu te fais avoir. Ouais. Ok. Il faut une prépa d'une prépa. Ouais, c'est ça. Une prépa mentale Mentale. Peut-être qu'il y en a eu, hein, mais que j'étais pas réceptif aussi. Ok. Mais peut-être, on sait pas. Mais la transition a été assez dure et en fait le charge de travail il ne correspondait pas. Enfin, j'étais à l'ouest. Donc dans ce contexte-là, tu vois, j'étais vraiment, je me sentais un peu comme une merde quoi, entre guillemets. Genre j'arrive à rien faire quoi, entre guillemets. Et sur ce moment-là, en fait, c'est que on était dans la communauté malgache catholique. On allait à l'église avec les malgaches, on a des contacts avec les malgaches et tout. Et du coup, il y a un pote, un très bon pote à nous, du coup, qui nous a dit ouais, ça vous dit les gars, on va aller danser. Il y a des trucs de salsa, bachata et tout ça, au blog, un truc comme ça. Bachata, ça résonne dans la tête en mode mais on a déjà fait ça. J'ai regardé Ouais. Cédric, c'est mon frère. Ouais. On a déjà fait ça. Ouais, vas-y, on y va. Ok. Donc on y va et en fait c'est coup de foudre en mode wow, Mhm. c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Mais pas ça en tant que profession. Mhm. J'ai envie de danser. Ok. J'ai envie de. Et je retrouve en fait ce que j'ai vraiment aimé et ce qui m'anime un peu, c'est ce côté de l'ambiance, de Ouais. la ferveur, de la chaleur. Et tu vois. Mhm. Et c'est ça en fait qui m'a dit en fait j'ai envie de bien danser pour encore mieux apprécier ce genre d'ambiance de soirée. Mhm. Voilà. Ouais, puis en parallèle de ça, ça te permettait aussi de t'évader aussi mentalement parce C'est que ça. à côté les études c'est compliqué. et tout Voilà, c'est ça. ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, c'était un moyen de sociabiliser. T'as rencontré beaucoup de gens alors du coup en faisant Ouais. des soirées de bachata. Pourquoi du coup la bachata dans le sens où c'est arrivé comme ça et t'avais des facilités ou je sais pas. C'est ça, il y a plusieurs choses. C'est que j'ai déjà touché un peu de danse en couple. Donc en fait, j'avais une facilité qui était. J'avais des facilités. Parce que j'avais déjà cette connaissance un peu de comment danser à deux. Mhm. Donc ça arrivait plutôt facilement. Même la bachata en soi, c'est assez facile à apprendre au début. Et du coup. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que je repense à moi, mon passage dans la danse, dans la vidéo. Extrait. Avec plus d'assurance. Et ça va le faire. Oui, donc c'est facile à apprendre, les gars. Il a fait sa première pas de base en moins de 10 secondes. Donc C'est vrai. ça va. Et du coup, ouais, c'était des facilités. En même temps, la musique me parle. C'est un peu. Ouais, la musique me parlait, les sonorités, j'aimais bien. Et en même temps, du coup, tu croises des gens et il y a ce côté aussi de confiance que j'ai perdu ou j'ai pas acquis à ce moment-là. Et ça fait quelque chose de se dire, je peux inviter quelqu'un à danser
que je connais pas, que je connais même pas son prénom, tu vois. Je lui dis bonjour, si tu veux danser. Et on peut danser, tu vois. Enfin, ce passage-là, il a l'air de rien, mais c'est tellement fou pour quelqu'un qui a pas confiance en lui. Et dire qu'il t'accueille avec un gros sourire en mode ben vas-y. Et allez, on partage une chanson en danse et voilà quoi. Ouais, tu disais dans l'interview justement que c'était une danse sociale, vraiment. C'est ça. Donc c'est pour ça que j'appuie du coup sur ce terme-là de danse sociale, parce qu'en fait, tu vas n'importe quelle ville, à une grande moyenne, dans le monde, il y a une soirée latine. Où il y a une soirée bachata. Même à Aurillac, il y en a. Là où j'ai vécu pendant 3 ans, oui. Donc pour vous dire que c'est un truc. Et des fois, j'organise mes vacances par rapport à ça. Donc je sais que à un moment donné, je vais faire une petite pause, je vais aller danser et tout. Et limite, ça fait des contacts directement en fait dans la ville, le pays en question. Au Japon, ça danse. En Corée, ça danse. Partout ça danse. Là, on va passer un moment un peu chill. C'est un peu le moment un petit pause. Et c'est la première fois que je le fais. J'ai une question, en gros, qui va être basée sur un truc que j'ai vu sur Instagram. Ouais. Un truc que t'avais posté. Ouais. Est-ce que tu Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé les commentaires, c'était assez drôle. Ouais. Extrait. Extrait, exactement. Ouais, où t'es littéralement chauve, tu t'es rasé Ouais. le crâne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce passage de ta vie? Alors, si je regarde bien les dates, normalement, ça donne une indice. Ok, 2021, effectivement. Confinement, voilà. Alors, il y a une tentative de coupe de cheveux. Donc, je commençais à faire, vas-y, c'est bon, les cheveux en pétard, là, comme ça, j'en ai marre. Arrêtez. Je pense qu'il y a beaucoup qui en ont fait des conneries pendant le confinement. Je commençais à faire mon dégradé. Un côté, ça marchait bien. Ouais. C'était nickel. J'étais fier de moi. Enfin, nickel. Voilà. Je dose quand même au cas où. Je fais l'autre. Oh là là. Catastrophe. Ah ouais. Déséquilibré. Y a rien qui va. Y a rien qui va. C'est bien de faire quelque chose d'un côté, mais il faut faire une symétrie à un moment donné. Tu peux pas marcher en profil, hein. Non. Je marche que comme ça. Et là, la décision a été prise très vite. Hein. Ciao. Je me suis rasé complètement la tête. On passe à une deuxième vidéo. Vas-y. J'ai redonné cette tête. Moi, je voulais juste savoir, Claudio, est-ce que tu as déjà vécu des moments gênants lors de ta carrière de danseur, donc que ce soit pendant les cours ou pendant les démos? Donc voilà, allez, ciao. Des moments gênants. Alors lui, du coup, c'est le gars que je t'ai parlé, le malgache, très très bon pote, le sang. C'est lui qui t'a dit ouais, viens, on va danser. Ouais, okay. C'est Gaël Samat. Gros big up à lui. Gros big up, le sang. Des moments gênants. Putain, c'est drôle ça. Ouais, tu m'entendais pas. Du coup, des moments gênants. Réfléchissons. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein. Ouais, peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est hein. possible aussi. C'est possible. Peut-être que je trouve pas ça gênant, mais que les gens trouvent ça gênant. Ouais, après ça peut être une anecdote marrante. Ouais, anecdote marrante. Bah, là actuellement, gênant, j'en trouve pas. Après, des petites anecdotes sur mes cours. Je fais souvent mes cours avec un fruit à la main. Ouais. Je mange une banane, en même temps je donne cours, je suis tellement à l'aise. Voilà, je promeus les 5 fruits et légumes par jour. Toujours une clémentine à la main. Voilà. Ok. Mais pourquoi? Parce que j'ai faim. Ah ok, d'accord. J'ai faim, tout simplement. Et que je suis tellement à l'aise avec mes élèves que c'est bon en fait. Je fais l'échauffement, on est entre nous, je mange ma banane. Fais ça. Et je bouffe en même temps.
Mais maintenant, ils savent que j'aime les clémentines. Maintenant, Ouais, tu sais, c'est ils ça. m'apportent des clémentines, comme ça, des mandarines et tout, à l'école et tout. C'est cool. T'es champion de France de bachata. T'es champion de salsa, il me semble aussi. Vice-champion. De vice-champion de salsa. Champion en équipe. Non, vice-champion en équipe. Et champion en équipe, Champion champion en du équipe. monde. En équipe. Voilà. Déjà, bravo pour ça. Merci beaucoup. Félicitations. Comment on prépare mentalement des compétitions, une compétition comment ça se prépare C'est une question très large, mais toi, personnellement, comment tu le prépares? Alors, dans un premier temps, c'est un peu de voir l'ADN de la compétition. Dans le sens où il faut connaître ton adversaire. Si c'est un poids lourd, bah, tu vas te déplacer un peu plus. Tu vois, je fais une analogie de la boxe, par exemple, entre guillemets. Mais voilà, connaître ton adversaire, connaître un peu l'ADN, les règles, tout l'environnement par rapport à la compète. Par exemple, si c'est une compète qui donne plus de crédit à la technique de danseur, des belles lignes, des pirouettes, ou bien c'est une compétition qui donne plus le crédit au flow, le côté culturel de la bachata, par exemple. Et les deux voilà. C'est des spectacles assez grands que tu dois vraiment commencer à cibler. Et après, tu taffes. Évidemment, toujours. Régularité. Et puis voilà. En fait, le truc de la compétition, c'est que tu as un an de préparation, c'est bien, pour 1 minute 30 de presta. Ok. 2 minutes 30 quand tu es en équipe. Un peu. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que nous en tant que spectateurs, on voit seulement la partie émergée en fait de l'iceberg, mais tout le taf qu'il y a derrière, c'est assez impressionnant. Ouais. Voilà, c'est ça, et tout le taf perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la choré, c'est ta technique de danse en elle-même, tes techniques, comment tu te déplaces, la connaissance de ton corps en fait, et bah te dire qu'en fait il faut que tu mettes tous les curseurs en haut pour te garantir ta victoire ou en tout cas ta prestation. Mais généralement mes prestats, mes chorés que je monte sont très rattachés à de l'émotion personnelle, un vécu, une situation dans ma vie qui fait que en fait ça me prend dans les tripes et je me dis mais en fait je suis en train de raconter ça. Je suis pas là pour impressionner les autres, je suis là pour déplatérer cette histoire-là dans la meilleure configuration possible selon moi. Et là, ça me détache en fait des regards des autres parce qu'en fait, c'est mon histoire. En fait, même si je trouve nul, en fait, je m'en fous parce que c'est mon histoire. C'est ma vision des choses et bien sûr, je l'ai travaillé pour que ça rentre dans les cases, le ciblage au début. Mais voilà, ça me protège un peu des autres parce que si tu te fais bouffer par la vision, ah mais ta choré elle est moins si, elle est plus cela, nanani nanana, t'es mort. T'es mort. Et du coup, bah, ça me permet en fait de garder mon tunnel. C'est mon tunnel, j'y vais, je raconte mon histoire, je fais mon karaté et après ça part. Je fais mon karaté, c'est vraiment ça. T'as des katas. Ok, je pense que pour ceux qui veulent faire un jour, franchement, c'est les meilleurs conseils. Ouais, là c'est en tout cas c'est meilleur. Cool, on va parler un peu plus d'avenir maintenant. C'est quoi tes futurs projets à court, moyen, long terme? Bah là, du coup, en ce moment, c'est un peu une période charnière dans ma vie, comme toutes les années, mais d'autant plus cette année parce que je sens que il y a quelque chose qui se passe dans ce que je propose, aux alentours dans mon entourage. Je sais que je peux faire quelque chose je peux apporter ma pierre dans le milieu, aide-moi. Dans le domaine. Dans le domaine, ouais. Voilà. Et que en fait c'est le moment d'aller chercher plus, donner plus
Et voilà, j'aspire à ça, j'aspire à aider les gens, à mener les gens. Et si j'arrive à être source d'inspiration, si je peux être source d'un modèle, ou en tout cas un modèle qui est sain, je prône beaucoup un modèle qui est sain dans la vision de la danse, et que j'arrive au moins à remettre dans le bon chemin une dizaine de personnes, j'ai déjà gagné. Et c'est ce que je fais déjà avec mes cours. J'essaie d'inculquer, voilà, culturellement, voilà. Et toujours en respect culturel, de l'autre, le respect de soi, enfin, voilà. Toutes ces thématiques de bienveillance, de tolérance que je prône, mais qui est voilà, je le mets en soum-soum, je le dis pas réellement quand j'enseigne, mais en tout cas, c'est ce que j'aspire. Dire que tu penses à la bachata, voilà, tu malgache ou française, tu dis, il y a Claudio. Et est-ce que tu envisages un jour un retour à Madagascar, justement, peut-être pour un projet autour de la danse, soit ponctuel ou même récurrent, y vivre, je sais pas, est-ce que tu envisages un retour là-bas? Déjà, je pense ponctuel sûr, pour être un peu aligné avec toute cette culture, tout ce qui m'a fait de moi, il faut que je respecte ça et que j'aille revenir à Madagascar, parce que ça fait depuis que je suis en France que je suis pas revenu. Ah ouais, quand même. Ça fait depuis 2015 exactement. Ok. 10 ans. 10 ans. Non, c'est 10 ans. Voilà, je pense qu'il est temps maintenant il y a beaucoup d'histoires personnelles qui fait que je suis pas rentré. Mais ponctuellement, c'est sûr que je vais faire un petit tour pour justement partager, pas être dans cet égoïsme de voilà quoi. Partager ce que j'ai appris, ce que j'ai emmagasiné en 10 ans d'expérience de danse, de bachata. Et pouvoir, voilà quoi, donner aussi des clés à Madagascar, des gens qui en veulent, bien sûr. Est-ce que Mada te manque un petit peu? Est-ce que Madagascar te manque? Ça commence. Là, en ce moment, ouais. Et tu m'aurais posé la question il y a 2-3 ans, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, je commence de plus en plus. Ça va aussi avec un peu la maturité, parce que sujet. En tant que avec la double nationalité et tout ça, j'ai une sensation d'avoir été qu'on m'a inculqué quelque chose qui est assez dur dans le sens. J'arrive. Prends ton temps. J'ai grandi dans l'optique d'aller en France. Vivre en France. Voilà. Ta vie, c'est en France. Donc, il y a un truc qui est très triste, c'est que mes années à Madagascar, c'était comme si c'était des années de passage. Et que, en fait, des fois, je me sens pas malgache. C'est dur de dire ça. Très, très dur. Mais des fois, je me dis, mais en fait, tellement j'ai été... Ouais, c'est la misère ici, nanana, le futur, c'est là-bas. Ta vie, c'est là-bas. J'en perds mon malgache. Et du coup, ces racines sont, entre guillemets, effacées, parce que je sais que je vais vivre ici. Et du coup, ma relation avec Madagascar a été, voilà, un peu plus... Pas forte par rapport à des amis à moi qui ont besoin de retourner tous les ans à Madagascar pour justement se sentir vivant. Et moi, j'ai eu cette éducation-là qui fait que, en fait, je suis vraiment détaché de Madagascar, et ça en est triste, parce que justement, j'efface une partie de moi, 18 ans, 17 ans et demi de ma vie. Et avec la maturité maintenant, au fur et à mesure, je commence à me dire, en fait, ok, il faut à un moment donné que je redonne ce qu'on m'a donné.
C'est très beau. Et mais c'est vrai que c'est un sujet parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont cette impression qu'on les a préparés à venir ici et uniquement à venir ici et que c'était la finalité C'est la finale, exactement. d'une certaine manière Ouais. de la vie, alors que non, pas forcément d'ailleurs. Mais ouais, c'est un sujet et c'est un sujet qui est relativement triste. Il y en a qui en prennent, voilà, qui font en sorte que ça soit une force. Aussi, cette double culture, t'en parlais Oui. aussi un petit peu, il y a cette nuance-là que t'apportes, que je trouve intéressant, tu vois, et que maintenant, qu'est-ce qui a fait que, aujourd'hui, tu sens que ça te Bah, en fait, manque. ça me manque parce que j'essaie de plus en plus de me connaître. C'est un peu, tu sais, on se rapproche de la trentaine, t'as vu? Voilà. On commence à devenir des vrais adultes, là. Les impôts, tout ça, on connaît. Mais ouais, c'est aussi pour moi un moyen de mieux m'exprimer, mieux donner, que de justement donner dans le sens dans ma vie au quotidien, dans ma danse, dans tout ce que je fais. Et c'est d'être un peu recherche d'alignement un peu. Et il y a ce segment-là qu'il faut régler. Madagascar et des fois quand je lis quand j'ai des posts un peu des réels de Mada, je me dis mais c'est trop beau, tu vois. Quand je vois oh, j'ai oublié l'influenceur malgache. C'est Itzarna, ok. Harry, Qu'on salue. big up, on adore tes vidéos. Wesh. Mais Ouais. du coup, tu vois, je me dis, c'est intéressant de fou. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et du coup, je me rends compte aussi qu'il y a des choses que j'ai acquis grâce à ça. Mm. Et peut-être en connaissant mieux ça, en connaissant tous mes forces et mes faiblesses et tout ça, donc pour mieux repartir et casser peut-être des schémas qui sont nocifs. Du coup, il y a une question que moi je pose assez régulièrement dans ce podcast, et justement où on s'adresse aussi à Madagascar d'une certaine manière, parce que c'est un pays qui est loin, tu sais, on est un peu détaché de Madagascar de par notre situation géographique, quoi, tout simplement. Mais quand on voit la situation à Madagascar, comment elle évolue, comment le pays évolue, et moi je me suis posé la question de si Madagascar était une personne, toi tu lui dirais quoi? Salut Madagascar. J'espère que ça va. Beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire, je pense. Premièrement, je dirais ne pas envier cette vie en tout cas ça c'est le prisme qu'on m'a donné, hein. Cette vie à l'européenne, à l'étranger, pour justement donner donner de l'importance, des outils à toutes les générations, à toutes les échelles, pour être fier d'être d'être malagasy, tu vois. De se dire, je suis malgache. Je suis, voilà. Je me connais, j'ai beaucoup de force. Ça, on le dit beaucoup. On a une richesse assez forte, mais aussi se dire, d'en être fier, de cultiver ce truc de on se connaît bien. Viens, on se connaît. Et viens, on grandit. Mais pas viens, je te fuis parce qu'il y a des trucs que j'aime pas chez toi. Il y a les outils. Ouais, je parlerai beaucoup d'outils. Il faut donner des outils plutôt que des solutions éphémères. Solution éphémère, c'est quoi?
c'est l'argent facile, c'est la corruption, c'est tous ces sujets qui sont encore présents, alors que ça fait 10 ans que je suis parti, mais c'est toujours aussi présent, les sujets de corruption et tout ça. Et voilà, te dire, donne des vrais outils pour pouvoir avancer. Ce serait un peu ce que je dirais. J'aurais encore plein de choses, mais j'arrive pas à les verbaliser bien comme il faut pour te le dire. Mais, par exemple, ce qui m'a manqué par exemple à Madagascar, c'est cette vision vision du moyen long terme. J'ai vécu le jour. Je sais que je vais aller en France, ok, mais on vivait le jour. Il n'y avait pas un peu cette culture du viens, on apprend à gérer notre argent. On n'attend pas que l'argent arrive, enfin qu'on nous aide, mais vas-y, on fait fructuer. Enfin, tu vois, ce genre d'éducation financière, ce serait cool, tu vois, d'ancrer ça dans les mœurs et de dire, en fait, voilà, investir du temps pour soi, pour investir du temps, investir les ressources qu'il faut aussi, pour pouvoir faire quelque chose de notre life, quoi. Et pas juste fuir et voilà. Est-ce que tu as un message à passer pour justement les personnes qui ont peut-être vécu des choses comme toi et qui, pour donner de la force ou pour des conseils, ou même des personnes qui sont encore à Madagascar, pour qui ça pourrait arriver effectivement tu vois, ce contexte-là que tu as pu vivre, quel message tu aimerais faire passer? Ouais. Enfin, en fait, le truc pour grandir par exemple, je prends l'exemple de la danse. J'ai une team de danseurs. Pour élever le niveau de ma team, il faut que je tire le maximum de chacun. Je dis, toi, si tu fais 1% toi, et que tout le monde fait 1%, le pourcentage en total va être encore plus fort. Et du coup, lier ce côté où, ok, j'investis sur moi pour être bien, et quand je suis bien, j'aide les autres. C'est pas je m'endette pour aider les autres. C'est que je suis bien, ok, je suis solide, mes appuis sont solides, donc je peux te faire importer. C'est un peu dans cette image-là que je porterai mon message, et que ce soit pour quiconque, en vrai. Avoir des bases solides, comme Okilal, pour pouvoir avancer. Voilà. Et aussi, il y a un truc que j'ai entendu quelque part, mais qui est très très vrai, c'est que pour réussir, il faut que tu comptes sur toi, mais tu n'y arriveras pas sans les autres. Il faut compter sur soi, mais tu n'y arriveras pas quand même seul. Il faudra toujours les autres, cette union qu'on a pour avancer. Donc c'est un peu un truc qui résonne pas mal dans ma tête et qui mène un peu mes années en ce moment, me dire je vais me mettre bien, et comme ça en fait je vais pouvoir donner tout ce que j'ai, tout ce que je suis pour aider les autres. That is my message. Merci en tout cas du coup Claudio pour ce podcast, et merci à toi, c'est cool. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'est clair, c'est cool. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'était pareil la dernière fois, on avait bloqué. Voilà, merci. Allez, merci. Ciao, ciao. Pour réussir, il faut compter sur toi. Mais si tu... Attends, c'est exactement... Mais j'ai bien aimé ce qu'il disait. Tu peux réussir, tu peux compter sur toi, mais il faut... Ah! On cuttera tout ça, hein? Évidemment. Bien sûr que non. J'ai retrouvé la révélation.